Bonsoir à tous. Juste me dire si vous m'entendez bien, a priori, si d'un point de vue technique, les choses vont bien. Comme ça, une petite confirmation. OK, super. Alors, ce soir, on va parler, alors pour une fois, on ne parlera pas de sales ce soir parce que vous l'avez noté, nous avons des sales talks, mais ce soir, c'est le talk show by Eurydice qui est en discussion. Pour rappel, je suis Aaron Poirot, je suis le directeur général adjoint du groupe Eurydice et nous avons monté justement ces sessions de talk pour pouvoir aussi aborder des questions politiques, géopolitiques, internationales. Et ce soir, eh bien, évidemment, c'est un sujet très important d'actualité qui va se poser, puisque ça fait 328 jours exactement que la guerre dite en Ukraine ou qui oppose la Russie à l'Ukraine s'est déclenchée. Et si je prends quelques points d'actualité, puisqu'il y a une attaque qui a fait 40 morts, notamment à Dnipro, et qui marque évidemment l'intensité de cette guerre. D'autre part, en parallèle, l'Union européenne a versé sa première tranche d'aide de 3 milliards d'aide à l'Ukraine. Donc, on est sur un conflit qui se développe et qui paraît, alors je ne sais pas si c'est sans fin, c'est la question qu'on posait aujourd'hui, mais en tout cas, question importante de savoir si on est dans un enlisement, sachant que ce conflit, évidemment, il a une dimension, c'est peut-être pas une guerre mondiale, mais il a une dimension mondiale très importante. Je vous rappelle, avant de présenter notre invité, notre expert du jour, le format, puisqu'on va d'abord présenter un certain nombre d'éléments pour comprendre ces éléments de contexte. Ensuite, nous pourrons échanger avec vous et vous pouvez, dans le chat, poser vos questions. Je me permettrai de vous donner la parole, comme ça, en fonction du moment où on peut échanger avec notre expert. Et puis, vous pourrez, a priori, la poser de vive voix. En tout cas, n'hésitez pas. Alors, un petit point sur notre invité, puisque aujourd'hui, sur cette question-là, nous avons invité Guillaume Gandelin. Bonsoir Guillaume et merci de votre présence. Bonsoir Erwan, bonsoir à tous. Alors, Guillaume est à la fois doublement expert, puisqu'il est à la fois chercheur en géopolitique et également chargé de cours à l'université Paris 8 Saint-Denis. Et c'est à ce titre qu'il intervient ce soir pour essayer de nous éclairer. C'est une émission relativement didactique qui va eh bien, tout simplement nous faire comprendre, en revenant sur des points historiques, justement les éléments de ce conflit, parce que c'est un conflit qui est finalement très complexe. Pour tout vous dire, et peut-être que ça permet d'introduire les éléments avec Guillaume, mais on ne sait pas toujours que l'Ukraine a été entre guillemets créée à peu près aux alentours de l'année 800 par des Vikings, donc notamment par ce qu'on appelait des Varegs à l'époque. Quand l'an 1000, ce qu'on n'appelait pas encore l'Ukraine au sens strict, mais qui était plutôt ce qu'on appelle la petite Russie, était un des États les plus puissants d'Europe, et que pour les Russes, l'Ukraine, en tout cas, est le berceau justement de la Russie, et symboliquement, il se passe des choses plus importantes. Alors, on va faire un saut dans l'histoire, parce que l'idée, c'est pas de remonter 10 siècles d'histoire, et c'est par ça que va démarrer Guillaume, pour vraiment essayer de nous éclairer, et puis évidemment aussi avec des enjeux qui vont être tout à fait importants sur notamment les éléments économiques, les éléments énergétiques, sur la configuration également, j'allais dire, en termes géographiques. Voilà, donc on va essayer d'aborder un peu tout ça de manière synthétique pour pouvoir ensuite parler davantage de l'actualité. Eh bien, Guillaume, je vais vous laisser partager l'écran pour, à partir de quelques cartes, pouvoir justement nous éclairer en la matière. Et je vous donnerai à la fin aussi quelques liens, puisqu'il y a un certain nombre parfois, je pense notamment à l'émission Le Dessous des cartes, qui a quelques vidéos particulièrement bien faites en la matière. Alors, Guillaume, est-ce qu'on peut lancer le partage d'écran? Merci. Oui, c'est parti. Hop. Si tout le monde voit bien la carte qui s'affiche, Oui, on voit bien en tout cas. très bien. Merci Erwan pour cette introduction. Merci à tous. Je suis ravi d'intervenir ce soir Alors, Guillaume, par contre, on a un petit avec souci. vous et d'échanger sur l'Ukraine. Donc effectivement, Oui, Ukraine-Russie, la guerre sans fin, je voulais aborder cet ensemble avec vous dans une perspective. Oui, non, oui, c'était juste parce que oui. parfois il y a Vous m'entendez?
Ça cale un peu parfois au niveau du son. Donc voilà, mais là, ça a l'air d'aller un petit peu mieux. D'accord. Ok. Oui, alors dites-moi si vous m'entendez plus. Ouais, Je reprends. ouais, Donc effectivement, revenir sur les enjeux historiques de ce conflit russo-ukrainien qui a commencé l'année dernière, avec ce point d'interrogation de savoir si c'est une guerre sans fin, en tout cas une guerre qui s'installe dans la durée, et comprendre pourquoi on en est arrivé là d'un point de vue historique, militaire, géopolitique, mais aussi économique, et donc ensuite revenir sur les aspects énergétiques et d'autres enjeux géopolitiques dans la région. On peut penser à la Turquie, au Caucase et à toutes les interrogations de toute façon que vous avez sur ce conflit auquel je serais ravi de répondre. Donc, pour commencer, pour introduire ce propos, effectivement, comme vous l'avez rappelé, Erwan, l'Ukraine et la Russie entretiennent depuis plusieurs siècles des relations quand même de proximité, de voisinage très fortes, puisque politiquement, et c'est ce que montre cette carte, alors oui, comme j'ai été formé, je me permets une petite parenthèse, à l'école du dessous des cartes, effectivement, je vais vous montrer les enjeux d'actualité géopolitique dans une perspective cartographique. Donc, c'est pour ça que j'aime agrémenter mon propos de cartes. Et donc, effectivement, pour revenir sur cette histoire de la relation entre la Russie et l'Ukraine, il faut revenir sur les frontières et sur comment la Russie s'est construite. Alors, vous l'aviez rappelé, Erwan, au début, l'Ukraine, c'était un peu la petite Russie, mais c'était l'État qui était le plus puissant dans ce binôme, entre guillemets, entre l'Ukraine et la Russie. Et en fait, c'est progressivement que la Russie est devenue le pôle le plus important par rapport à l'Ukraine. Donc, que Moscou, aujourd'hui capitale de la Russie, s'est imposé face à Kiev. Donc ça s'est produit au cours des siècles qui ont succédé le Moyen Âge, jusqu'à ce que la Russie, au temps de Pierre le Grand, donc 17e, 18e siècle, devienne un des plus grands et, si ce n'est le plus puissant État européen. Et donc, dans cet État, qui était véritablement un empire, et ce mot est important parce qu'aujourd'hui, on le retrouve euh, euh, utilisé par notamment l'Union européenne, Ursula von der Leyen, qui parle de guerre impériale, de guerre impérialiste. Et ce n'est pas un hasard, puisqu'effectivement, la Russie, historiquement, depuis plusieurs siècles, s'est considérée comme un empire. Et cet empire, et c'est ce que montre cette carte, il a aggloméré, il a inclus des peuples différents du peuple russe, notamment ici on voit les États baltes, donc Lettonie, Estonie, Lituanie, la Finlande, les Finlandais. On pourra revenir aussi sur le Caucase, donc les Géorgiens, les Arméniens, jusqu'aux Polonais. On voit ici qu'en fait les frontières de la Russie ont été jusqu'à l'ouest, jusqu'à la Pologne, et donc presque jusqu'à l'Allemagne, en fait, donc en Europe, vraiment en Europe centrale. Et bien évidemment au sud, jusqu'en Ukraine et jusque dans la mer Noire. Donc historiquement, l'Ukraine a été intégrée progressivement à l'Empire russe. Et c'est pour ça qu'on a, depuis au moins 3 décennies, depuis la fin de l'URSS, un divorce donc, qui se fait là dans le sang par la guerre, entre la Russie et ses anciens États, ou en tout cas ces anciennes nations qui ont été conquis progressivement par l'Empire russe. L'Ukraine a obtenu son indépendance qu'en 1991, donc finalement c'est très récent, tout comme les États baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie, tout comme la Moldavie, la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan. Donc on voit que en fait cette dissolution de l'Empire russe, là on passe des siècles, on le résume en quelques minutes, cette dissolution de l'Empire russe, elle est très récente. En fait, la chute de l'URSS, c'est la chute de l'Empire russe à la façon communiste, si vous voulez. Et donc, c'est pour ça que ça a été vécu de manière totalement différente des deux côtés des frontières actuelles. Pour les Ukrainiens, pour les Géorgiens, les Lettons, les Baltes, de manière générale, ça a été vécu comme une renaissance nationale. Enfin, notre peuple, notre nation peut accéder à l'indépendance. À l'inverse, pour les Russes, ou en tout cas pour les
dirigeants russes, ça a été vécu comme un traumatisme. Et d'ailleurs, ce sont les paroles de Vladimir Poutine qui qualifient de la chute de l'URSS comme la plus grande tragédie politique du XXe siècle. Donc on voit bien que déjà, on arrive à une situation tendue, ou en tout cas conflictuelle, en raison justement de ce passé, en raison de cette histoire qui est vécue complètement différemment en fonction de votre point de vue, en fonction de votre nationalité, si vous êtes ukrainien, russe, géorgien ou balte, encore une fois. Et donc, depuis 1991, on a essayé, en tout cas les Russes et ces anciens peuples périphériques, satellites, ont essayé de trouver des manières de cohabiter plus ou moins difficiles, parce que avant l'Ukraine, il faut se rappeler qu'il y a eu le conflit en Géorgie en 2008, où la Russie a également attaqué la Géorgie pour défendre ce qu'elle considérait comme étant ses intérêts vitaux. Il y a un conflit gelé, on pourra y revenir si vous le souhaitez, Moldavie, qui est un État qui veut se rapprocher de l'Union européenne. Donc en fait, l'Ukraine n'est pas le seul État de cet ensemble périphérique à avoir des relations difficiles, conflictuelles, depuis la chute de l'URSS en 1991. Donc ça, Alors, c'est le petite premier question point d'ailleurs, qui est important. Oui, ouais, moi. petite Oui. question Guillaume par rapport à ça. Et j'invite comment dire ça, nos auditeurs à pouvoir les poser ensuite dans le chat. Une question, mais sans vous détourner de votre propos. Est-ce qu'aujourd'hui, on a le sentiment que justement le sentiment national ukrainien est très élevé, assez bien entretenu également? Euh, Comment on peut expliquer alors que finalement l'indépendance est de 91, mais en réalité, ce sentiment national avait continué à se développer à l'ère soviétique pour qu'il soit aussi saillant encore aujourd'hui? Oui, oui, tout à fait. En fait, il y a eu beaucoup d'événements historiques forts dans le passé ukrainien au cours du XXe siècle qui ont permis de façonner une identité ukrainienne distincte de l'identité russe. Le premier, c'est ce que les Ukrainiens appellent l'Holodomor, ce qui signifie la grande famine. Donc, dans les années 30, en fait, les politiques de Staline ont tué, les politiques agricoles, la collectivisation forcée des terres, ont tué des millions d'Ukrainiens. Et Staline, même si les débats historiques et historiographiques continuent, est accusé en fait d'avoir sciemment laissé mourir de faim ces millions d'Ukrainiens. Ouais, Et donc il y a un donc, ressentiment qui est ça très a fort, créé ce quoi. trauma. Voilà. Ce qu'on pourrait comparer en fait à d'autres types de massacres ou de génocides, comme ce que les Ukrainiens peuvent vivre en termes identitaires vis-à-vis de ce qui s'est passé durant la Première Guerre mondiale, ou la communauté juive lors de la Seconde Guerre mondiale, les Rwandais. Donc pour les Ukrainiens, c'est véritablement, ils qualifient ça d'ailleurs de génocide. Donc, il y a ce premier événement historique fondateur pour eux, qui est cette politique d'extermination, en tout cas de massacre, durant l'URSS. Et ensuite, à l'indépendance en 1991, c'est là où ça a été plus compliqué de créer cette identité nationale, puisque l'Ukraine, comme on le voit, enfin, vous avez dû le voir à la suite du conflit du 24 février, elle est divisée quand même entre l'Ouest plus ukrainophone, plus proche de l'Occident, plus proche de la Pologne notamment, et des pays occidentaux, et l'Est est donc plus proche de la Russie. Donc comment, depuis 1991, créer cette identité dans un pays où les gens, en fonction de votre région, ne regardent pas forcément vers les mêmes centres de pouvoir, centres d'influence. Et finalement, ce qu'on observe, c'est que depuis la guerre, cette identité, elle a été démultipliée, elle a été façonnée par la guerre. Et aujourd'hui, le peuple ukrainien n'a jamais fait autant bloc que depuis qu'il a été attaqué. Mais c'est un réflexe classique qu'on retrouve en fait dans chaque guerre défensive où l'existence est menacée, souvent on observe un sursaut finalement de la nation et un sursaut populaire. Et depuis le 24 février 2022, il est clair que la patrie ukrainienne, le patriotisme, le nationalisme ou l'attachement à ce pays n'a jamais été aussi grand au Et sein alors, du peuple ukrainien. et- Donc, paradoxalement, pardon, c'est la Russie qui a créé, à travers cette invasion, la, le, à cimenter la nation ukrainienne et le nationalisme ukrainien, tout à fait. question en parallèle, Pardon. je salue d'ailleurs parmi nos arrivées
Monsieur Tariq El Akta, qui est bien connu de nos eurédiciens qui enseignent souvent l'économie. Et cher Tariq, n'hésite pas également à intervenir. Alors, pour Guillaume, oui, donc j'avais la question parallèle sur la partie russe cette fois-ci, puisqu'il faut, et c'est l'objet de ce soir, de prendre les deux dimensions. C'est-à-dire, est-ce que aussi ils ont le sentiment que l'Ukraine est toujours leur petite Russie, un peu comme les Serbes considéraient que la Bosnie ne pouvait pas être abandonnée. Est-ce que c'est le même cas? Ou alors est-ce que ça reste localisé à la Crimée, au Donbass et à l'est de Oui, l'Ukraine? oui, vous avez raison de faire cette distinction parce qu'il y a effectivement, alors je pense qu'il y avait euh, beaucoup d'illusions en fait de la part du pouvoir russe sur le sentiment nationaliste ukrainien avant le 24 février avec cet à bras ouvert comme des libérateurs, notamment dans l'Est, ce qui n'a pas du tout été le cas. Et du coup, je pense que du côté russe, effectivement, il y avait une erreur de perception qui était due peut-être à un schéma hérité de l'URSS. On voit quand même que Vladimir Poutine lui-même et les gens qui l'entourent, en tout cas l'appareil d'État russe, sont des hommes qui ont fait leur classe dans l'URSS. Donc pour eux, toutes ces petites nations périphériques, elles existent bien évidemment, mais dans le cas de l'Ukraine, ils perçoivent cela comme une construction un peu enfin, une construction qui n'a pas de viabilité. Or, Hmm. l'invasion a démontré justement l'erreur majeure de ces élites russes, en ce sens que l'Ukraine existe et elle le montre par sa résistance. Et Hmm, donc, hmm. du côté russe, effectivement, il y a aussi, vous avez raison, ce sentiment un peu pour le coup, de domination d'un point de vue culturel, de la Grande Russie, donc celle de Moscou, vis-à-vis des petits frères ukrainiens qui ont toujours été considérés comme un peuple qui était dans l'orbite, Hmm. un peuple frère, mais petit, inférieur dans l'orbite des Russes qui sont ceux qui ont cimenté Hmm. un peu toute cette structure impériale et nationale. Donc, je pense que dans le logiciel intellectuelle des élites russes, il y a eu cette erreur qui leur a coûté très cher et qui a été fatale en fait à leur volonté un peu Hmm. expansionniste, ou en tout cas Ça d'agression. marche. Alors, on va vous laisser continuer un petit peu, Guillaume. Et Ethan, on a bien vu votre question, mais on la posera un petit peu après, quand on parlera plutôt de l'actualité du conflit là-dessus. Mais on va d'abord comprendre, toujours à travers les cartes, un petit peu le tableau général pour comprendre ce qui se joue. Oui, bah là, justement, je voulais me rapprocher du conflit actuel en parlant plus directement de problématiques politiques et militaires, puisque après ces ressorts historiques, l'autre variable majeure explicative de ce conflit, c'est quand même la question de l'OTAN et en fait la question des rapports de force militaires et en fait de défense, d'architecture sécuritaire entre l'Occident et la Russie. Et c'est ça, tout autant que les questions culturelles, les questions peut-être identitaires, qui a poussé la Russie à entrer en guerre l'année dernière. C'est avant tout la question des garanties de sécurité et la question de l'expansion de l'OTAN à l'Est. C'est ce que montre cette carte, c'est-à-dire qu'il faut rappeler que l'OTAN est un bloc, est une alliance militaire qui a été conçue dans le cadre de la guerre froide pour lutter contre la menace soviétique. Euh, En face, l'Union soviétique avait son propre bloc, donc sa propre alliance qui était le pacte de Varsovie. Et toute l'incompréhension et toute l'acrimonie et les relations difficiles entre la Russie et l'Occident datent finalement de 1991. Enfin, on pourrait les faire remonter à la dissolution de l'URSS. Le 26 décembre, l'URSS disparaît, le pacte de Varsovie disparaît en même temps. Donc, en fait, il n'y a plus de menace à l'Est. Euh, L'URSS, le communisme, l'alliance communiste qui est le pacte de Varsovie ne menace plus l'Europe de l'Ouest. Donc, dans la mentalité des dirigeants russes de l'époque, notamment Boris Yeltsin, puis Vladimir Poutine, la Russie se retrouve finalement seule face au bloc occidental, au bloc de l'OTAN. Et dans cette logique, dans la logique russe, il faut se mettre à la place des Russes à cette époque,
il paraît inévitable que l'OTAN se dissolve également, puisqu'il n'y a plus de menaces. Donc, en fait, les Russes attendaient une réciprocité de la part des pays occidentaux, c'est-à-dire, puisque nous ne posons plus de menaces, votre alliance n'a plus lieu d'être. Votre alliance avait été conçue dans le cadre de la guerre froide est terminée, donc l'OTAN doit disparaître. Ça n'a pas été le cas, et ça a même été l'inverse, puisque c'est ce que montre la carte. On observe dans les années 90 une extension de l'OTAN à l'Est. Alors, à la fin des années 90, le premier coup de semonce, ça a été en 90 même, quand l'Allemagne est réunifiée et elle entre dans l'OTAN. L'Allemagne de l'Est entre dans l'OTAN. Et ensuite, ça a été en 99, on le voit ici, avec l'entrée des pays d'Europe centrale et orientale, notamment la Pologne, la République tchèque, la Hongrie, donc des anciens pays satellites de l'URSS. Or, les Russes ont ce sentiment d'avoir été trahis parce il faut comprendre la psyché en fait des élites, encore une fois politiques, trahis parce qu'elles avaient reçu de la part des dirigeants occidentaux, George Bush, François Mitterrand, Margaret Thatcher, ou nombreux dirigeants occidentaux au début des années 90, l'assurance verbale que l'OTAN ne s'étendrait pas. Or, l'OTAN s'est étendue. Donc, on a dès la décennie 90 les germes en fait de cette crise entre la Russie et l'OTAN. Des germes qui ont pour cause justement l'extension de l'OTAN et la rupture de la confiance, si tant est qu'il y en ait une, entre la Russie et l'Occident. Ça va s'accentuer durant la décennie 2000 avec notamment la guerre en Irak, qui a été condamnée par Vladimir Poutine et la Russie. Puis les interventions en Libye. Donc ça participe d'un écosystème où la Russie perçoit les États-Unis comme une puissance impériale qui mène des guerres contre ou sans l'aval du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et l'autre aspect, c'est l'aspect purement militaire, et notamment avec la question du bouclier antimissile que les États-Unis veulent intégrer dès le milieu des années 2000 et puis dans les années 2010 dans les pays, et on le voit ici aussi sur la carte, dans les pays d'Europe orientale, notamment Pologne et Roumanie. Donc l'OTAN, son expansion vers l'Est et l'expansion de son appareil militaire via les boucliers antimissiles, tout ça, on conduit progressivement la Russie, l'Europe ici, avec les États-Unis, comme une menace plus qu'un partenaire ou en tout cas un bloc d'États avec qui il est possible de dialoguer. Donc, ça s'est fait en fait entre 91 là, et 2022 de manière progressive, mais de manière aujourd'hui, rétrospectivement, on peut voir de manière quasiment linéaire, c'est-à-dire chaque année apporter son lot de nouvelles déceptions entre la Russie et l'Occident. Le coup de grâce avant l'affaire de la Crimée et donc avant la Crène fin 2013, début 2014, où on peut le rappeler brièvement, l'Ukraine devait signer, elle était alors dirigée par Viktor Yanukovych, qui était un chef d'État plutôt proche de la Russie, mais qui essayait qui essayait de maintenir une politique assez d'équilibre entre la Russie et l'Occident. Il devait signer un accord commercial avec la Russie, finalement, avec l'Union européenne, pardon. Finalement, il se ravise et il décide d'en signer un avec la Russie. C'est à ce moment-là, donc fin 2013, qu'on a des manifestations pro-européennes à Kiev et dans d'autres villes pour dénoncer la signature de cet accord avec la Russie. Et au terme d'un processus assez compliqué que certains qualifient de coup d'État, d'autres de révolution populaire, il peut y avoir deux éléments. Viktor Yanukovych est chassé du pouvoir. Donc les Russes, en février 2014, les Russes perçoivent ça, eux, clairement comme un coup d'État pro-occidental. Ce qui leur donne raison, c'est par exemple les visites des officiels américains, notamment les secrétaires d'État ou en tout cas des sous-secrétaires qui vont à Kiev soutenir les manifestants, qui ensuite déclarent que leur objectif, c'était effectivement d'avoir un gouvernement pro-occidental. Donc, fin 2013, début 2014, on a véritablement une confrontation qui monte en ampleur entre la Russie et l'Occident en Ukraine, au profit de l'Occident, puisque Euromaïdan, la révolution d'Euromaïdan, chasse Yanukovych, donc pro-russe, du pouvoir pour installer
un pouvoir plutôt pro-occidental qu'on connaît aujourd'hui avec la présidence Zelensky, mais avant Zelensky, c'était depuis 2014, notamment Viktor Poroshenko, un pouvoir proche de l'Occident. Et à partir de 2014, donc, ce pouvoir se rapproche de l'OTAN également, parce que l'Ukraine n'était bien sûr pas membre de l'OTAN. Et ça, c'est la fameuse ligne rouge de la Russie, qui a été rappelée par Vladimir Poutine, notamment dans les années passées, 2018, etc. La ligne rouge, c'est que l'Ukraine ne puisse pas intégrer l'OTAN parce que ça constituerait une menace aux intérêts. Alors, encore une fois, c'est du point de vue russe, hein. Enfin, c'est Oui. la perception de la Russie. Une menace aux intérêts vitaux de la Russie. Et donc, depuis 2014, la Russie a pris des contre-mesures pour essayer d'éviter cet accrochage, ou en tout cas cet arrimage de l'Ukraine à l'Occident. La première, ça a été d'envahir la Crimée Alors, en mars 2014, parce que, oui, dites-moi. oui, Parce sachant que qu'il y la a... Crimée, pardon, Ouais, avait vas-y. un port, Sébastopol est une base militaire russe, donc la Russie l'a envahi en mars, annexé, envahi en mars 2014 pour stabiliser, ou en tout cas pour garder le contrôle sur des biens militaires et sur sa marine notamment. Donc à partir de 2014, on a voilà, une logique russe véritablement de contre-mesure, ou en tout cas de riposte face à ce qu'elle considère comme étant une otanisation, avec les guillemets, de l'Ukraine jusqu'au 24 février. Alors, deux petites questions rapides par rapport à ça. La première, parce qu'il y a un petit paradoxe. Alors, effectivement, on a le sentiment que ce sont un peu les alibis présentés par la Russie pour finalement expliquer d'abord la première attaque, qui est plutôt sur la zone russophone, et puis peut-être finalement l'extension un peu plus large sur l'Ukraine. Et puis, ça va aussi à l'encontre d'un principe qui paraît simple, c'est que tout État, et l'Ukraine est un État reconnu, bah, a le droit à une autodétermination et de choisir éventuellement juridiquement à quelle entité il veut appartenir, qu'elle soit plus institutionnelle comme l'Union européenne ou plus militaire comme l'OTAN. Donc voilà. Donc est-ce que tout ça n'est pas quand même un alibi du Tout à côté fait. russe pour pouvoir expliquer l'envahissement ou en tout cas l'attaque? Oui, vous avez tout à fait raison, c'est un alibi, mais j'ajouterais qu'en fait, c'est un alibi auquel ils croient. Enfin, c'est leur C'est une vraie croyance, quoi. C'est pas un... plus qu'un alibi, les élites militaires et politiques russes perçoivent véritablement la situation depuis 2014, depuis 2013, disons, jusqu'à aujourd'hui, comme une menace à la Russie. Alors que je sais, enfin, on a l'impression depuis France, en tout cas depuis occidentale, que c'est difficile d'imaginer le plus grand pays du monde, celui qui a le plus de têtes nucléaires, enfin une puissance militaire de premier plan, comme étant menacé par un État comme l'Ukraine. Mais euh, c'est la perception des élites russes, notamment parce que l'Ukraine et la Russie partagent une frontière assez longue, de plus de 1000 km, et parce que, effectivement, il y a des intérêts culturels, ou en tout cas avec les populations russophones du Donbass. Et l'autre aspect, c'est... Pardon, excusez-moi. L'autre aspect, c'est, encore une fois, purement militaire, avec la hantise de voir plus tard des de l'OTAN, américains notamment, sur le territoire ukrainien, braqués directement en direction de Moscou. Or, c'est vrai que c'est une menace, enfin, peur psychologique, c'est plus psychologique qu'autre chose, on pourrait penser, puisque l'Estonie, la C'est ça, Lettonie et sont beaucoup plus déjà près. membres de l'OTAN, mais c'est là qu'on peut faire peut-être appel en fait à la psychologie du pouvoir russe actuel, ou en tout cas à son mode de pensée, à son schéma de pensée, c'est-à-dire en se mettant dans les bottes de Vladimir Poutine, et notamment avec l'article qu'il avait publié en 2021 sur le lien étroit qui existait entre l'Ukraine et la Russie. Dans cet article, il disait que l'Ukraine, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est un État qui ne sera jamais qui ne sera jamais normal pour nous, en tout cas, ou en tout cas qu'on ne considérera pas comme un autre État. L'Ukraine, euh,
fait partie, le peuple ukrainien et le peuple russe sont dans une union et rien ne pourra les en détacher. Et ce qui se passe en Ukraine touche la Russie bien plus profondément que ce qui pourrait se passer en Estonie, en Lettonie, en Finlande ou dans d'autres anciens États de l'URSS. Et donc là, véritablement, on touche à quelque chose de très... oui, les ressorts profonds de l'État russe et de comment ils perçoivent leur être proche et tout simplement, ils l'Ukraine différemment d'autres États. Le seul autre État peut-être proche, ça serait la Biélorussie, puisque la Biélorussie et la Russie sont dans une union d'États. Alors, ils n'ont pas fusionné, mais c'est vrai qu'on se rapproche de plus en plus d'un État satellite dans le cas de biélorusse. Et Hmm. si demain, et d'ailleurs on l'a vu dans la manifestation à la suite de la réélection justement de Viktor Loukachenko, je crois que c'était en 2020, où il y a eu des manifestations. Là, encore une fois, Vladimir Poutine et le gouvernement russe ont bien souligné que la Biélorussie ne pouvait pas sortir de l'orbite russe, puisque pareil, c'était un État qui avait vocation à rester uni à la Russie. Et ils pensaient véritablement la même chose, peut-être ils le pensent encore, vis-à-vis de l'Ukraine, sauf qu'on voit que du côté ukrainien, il n'y a pas du tout cette même volonté. Alors que du côté biélorusse, c'est vrai que pour le moment, la Biélorussie reste très proche, voire dans une union complètement symbiotique avec la Russie. Je vous propose d'avancer, Ouais. Guillaume, parce que malheureusement, le Oui, temps file un petit peu. Et on va pouvoir bah, ensuite. Et Ethan, on ne vous a oui, pas oublié. je voulais tout simplement, Vous avez bien fait. avant effectivement avoir peut-être des questions sur d'autres sujets ou revenir sur certains points, parler de l'aspect plutôt énergétique. Alors là, si Oui. vous voulez, on pourra revenir sur les opérations militaires en tant que telles, mais c'est vrai qu'elles sont couvertes plus par l'actualité. Mais l'aspect énergétique qui est intéressant, puisqu'effectivement, cette arme du gaz, cette arme du pétrole, on voit que depuis le 24 février, on a essayé de l'utiliser, enfin le pouvoir russe a essayé de l'utiliser, et là, on entre dans des logiques finalement de concurrence et de compétition sur le marché de l'énergie, parce que, et dans la logique européenne de diversification de ces sources d'approvisionnement, il est intéressant de voir finalement qui bénéficie le plus, parce que effectivement, il y a des vainqueurs et des perdants d'un point de vue économique de cette guerre en Ukraine. Et ce qu'on observe, c'est que les vainqueurs, ce sont principalement les grands fournisseurs d'énergie. Dans ce qui nous concerne le plus, l'UE et la France, ceux qui ont bénéficié de la guerre en Ukraine, ce sont les États-Unis. Parce que l'Union européenne Alors, février a décidé alors, dans une Guillaume, sanction, ou en tout cas Guillaume, dans une... Oui, Guillaume, juste parce que là, oui, ça a bugué pendant 10 secondes. Peut-être revenir parce que nous en étions à. Ce sont les États-Unis qui ont le plus bénéficié oui, du coup de la situation. Et après, c'est un petit peu bugué. Voilà. oui, ce sont eux qui ont bénéficié le plus de la situation, puisque l'Union européenne a décidé de se lancer dans une politique de sanctions vis-à-vis de l'énergie venant de Russie. Aujourd'hui, on va être au 10e paquet de sanctions. Et vous avez vu que depuis décembre, les États européens n'ont plus le droit d'importer du pétrole russe, notamment euh, par les oléoducs, et ça devrait concerner le pétrole raffiné à partir du 5 février, le début février, et on envisage le même type de restrictions vis-à-vis du gaz. Donc, depuis le 24 février, l'UE s'est détournée de la Russie, qui était son premier fournisseur de pétrole et de gaz, au profit notamment des États-Unis, qui sont devenus leurs premiers fournisseurs, cette fois-ci de gaz naturel liquéfié, de GNL. Et donc, dans ce marché de l'énergie, on a une recomposition au profit d'acteurs. Ici, on voit aussi également l'Algérie, qui Alors, fournit du est-ce que vous gaz pouvez finalement à peut-être nous l'Italie. expliciter un petit peu Oui, la carte, du coup, pour qu'on comprenne peut-être oui. ce qui se joue, ou en tout cas le principe de compréhension Alors, et de décryptage de les la carte? tout gazoducs ici qu'on voit, en fait, étaient tournés de la Russie vers l'UE. Et ce qui s'est passé là depuis un an, qui est assez inédit, c'est qu'en fait, ces gazoducs sont quasiment tous à l'arrêt aujourd'hui. Euh, et l'Union européenne développe, et c'est ce qu'on voit en tous les petits carrés bleus, développe des capacités de gazéification de GNL, donc de gaz liquéfié, qui vient
de loin pour pallier le gaz russe qui, lui, n'arrive plus à cause des sanctions. Donc, notamment des États-Unis, mais du Qatar également, et d'autres États comme l'Algérie, l'Azerbaïdjan, la Libye, qu'on voit également ici sur cette carte. À l'inverse, ce qu'a fait la Russie pour ne pas perdre ses recettes en devises et ses recettes en exportation de produits énergétiques, c'est qu'elle s'est tournée vers d'autres marchés, notamment les marchés asiatiques. Et aujourd'hui, les grandes bénéficiaires de la guerre en Ukraine sur le plan énergétique, ce sont l'Inde et la Chine. L'Inde qui est devenue le premier importateur de brut russe, et la Chine, qui est, elle, son premier marché d'exportation pour le gaz et, dans une moindre mesure, pour le pétrole. Donc, l'Union européenne a dû, en fait, se détourner de la Russie au profit acheteurs qui, eux, ont été plus qu'heureux d'avoir ce pétrole et ce gaz russe parce que la Russie le vend avec des, en fait, dans des prix inférieurs à ceux du marché, notamment pour l'Inde. Et donc, c'est ce chamboulement qui a été complètement inédit et imprévu à la suite du 24 février et des actions entamées par l'UE et les États-Unis vis-à-vis du marché énergétique russe. Et donc, toute l'infrastructure qu'on voit sur cette carte qui avait été mise en place, et notamment le plus connu, en tout cas le plus médiatisé, qui sont Nord Stream 1 et Nord Stream 2, sont aujourd'hui totalement inutilisés. Et donc, ce sont des décennies finalement de politique énergétique allemande qui, en quelques mois, ont été complètement chamboulées et complètement bouleversées dans une mesure qu'on ne pouvait pas du tout imaginer avant le 24 février. Et donc, je vais peut-être terminer sur ce volet génétique, sur ce graphe, alors qui est assez précis, mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est la part de la Russie qui est en rouge, le rouge plutôt foncé, et vous voyez en fait au fur et à mesure, là on voit 2021, début 2022, mi-2022, fin 2022, on voit que la part de la Russie diminue, c'est la politique européenne de réduire sa dépendance vis-à-vis de la Russie Ça, pour c'est pour diversifier l'ensemble de ses l'Union partenaires. européenne. Ça, c'est pour l'ensemble de Voilà, l'Union européenne. tout à fait. Alors, la, 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 le camembert du haut et le camembert du bas, c'est le pétrole entre fin 2021 et aujourd'hui, fin 2022, de manière drastique. Mais elle reste quand même, on le voit, un fournisseur non négligeable. Mais l'effort qui a été consenti par les États européens, notamment l'Allemagne, a été colossal. C'est-à-dire construire dans des temps records des terminaux de GNL pour regasifier le gaz, essayer de trouver de nouveaux fournisseurs, donc aller démarcher l'Azerbaïdjan, l'Algérie, la Libye, le Qatar, etc., signer des nouveaux accords, affréter des méthaniers, des tankers, etc. Donc là, il y a eu une politique la mise en œuvre d'une politique énergétique colossale de la part de l'Union européenne pour se détourner des sources énergétiques russes. Alors, une et qui petite va s'inscrire lecture. sûrement dans la durée. Ouais, une petite lecture du schéma avant qu'on intègre aussi les questions des personnes qui sont présentes. Donc là, en haut à gauche, enfin en haut, vous avez la partie gaz. Et pour se Tout donner à une fait. idée, c'est-à-dire qu'en 2021, en gros, les importations russes de gaz par l'Union européenne représentaient à peu près 39% et elles sont à 15% aujourd'hui. Voilà. C'est ce que dit Guillaume sur le. Encore moins. Là, on est fin 2022. En fait, ça ne fait que se réduire. Donc, Bien sûr. pour atteindre zéro le plus tôt possible. Voilà. Alors, sur Voilà. la partie suivante, et puis on va pouvoir poser les questions et commencer à répondre justement aux questions des Oui, personnes, mais il y avait encore une slide justement je vais sur. peut-être m'arrêter effectivement, enfin, passer allez, Peut-être un petit point sur la situation conflictuelle, puisqu'il Oui, y avait une carte aussi sur la situation du conflit, parce que je sais que ça, c'est aussi un élément ok. important pour voir là-dessus, et ça permettra de répondre à Ethan et de se poser la question, puisque j'évoquais en introduction une actualité. Il se trouve que aujourd'hui, l'Ukraine est beaucoup aidée, mais elle n'est pas aidée en hommes, puisqu'il n'y a pas de pays qui envoie des hommes au sens strict. L'Union européenne a versé une part de la tranche des 3 milliards d'euros d'aide prévue. Là, aujourd'hui, la question qui se pose, ce sont les chars, puisque il y a eu des premiers chars qui ont été envoyés. Donc, il y a une sorte de gradation dans l'aide apportée, mais toujours pas les hommes, parce que Tout à fait. l'engagement humain, et ben là, c'est passé une autre étape qui serait cette fois-ci encore plus saillante, quoi. Tout à fait. Alors, en fait, c'est vrai que
pour simplifier l'engagement occidental, on envoie le maximum de matériel pour aider les Ukrainiens à se battre sans s'engager humainement, parce que ça voudrait dire, tout ça d'un point de vue juridique et ensuite d'un point de vue politique, une guerre directe entre les armées de l'OTAN et la Russie. Donc en fait, on entrerait aussi dans une nouvelle forme de conflit, puisque ce seraient des troupes tout simplement françaises, américaines ou britanniques qui seraient ciblées avec un risque d'escalade, alors qu'on dit souvent qu'il est déjà important, un risque d'escalade encore plus important, puisque dans quelle mesure les opinions publiques, les pouvoirs politiques des pays occidentaux accepteraient d'envoyer puis de perdre des hommes en Ukraine par dizaines, par centaines, par milliers. Donc pour le moment, effectivement, la politique, c'est d'abord une politique de soutien financier et militaire en faveur de l'armée ukrainienne qui, elle, est dans une logique de mobilisation totale. Et donc qui apparaît suffisant, qui est apparu en tout cas suffisant pour contrer les avancées russes, pour les faire reculer d'ailleurs à la rentrée dernière, septembre, octobre, quand ils ont repris Kharkiv, d'autres villes, Liman, parce que l'Ukraine, encore une fois, en est à des vagues de mobilisation sans précédent. On a parlé souvent de la mobilisation en Russie, mais en Ukraine, la mobilisation, elle est continue depuis le 24 février. Donc, tout le monde doit, avec des rotations, aller au front. Et encore une fois, hier, ou la semaine dernière, il y a une nouvelle vague de mobilisation à Lviv, dans la plus grande ville de l'Ouest, pour envoyer des soldats dans le Donbass. Donc, pour le moment, cette stratégie, c'est d'abord une stratégie de humainement de faire tout simplement, et militairement, au travers des systèmes d'armes, de fournir des systèmes d'armes toujours plus sophistiqués aux Ukrainiens pour faire face aux Russes. Et d'un point de vue territorial, et ce que montre cette carte, c'est qu'en fait, l'objectif de la Russie, ça a été avant tout de consolider sa position dans le Donbass, donc à l'est, et surtout, et elle l'a atteint, de disposer d'un corridor en fait entre la Crimée, donc la péninsule au sud, et le reste du territoire russe, afin d'avoir accès d'un point de vue des ressources en eau notamment, parce qu'il y a un canal qui alimente la Crimée en eau depuis cette bande sud. Et avant le 24 février, il était Alors, Guillaume, on vous l'Ukraine a... jouait cette carte euh, des ressources Alors, hydriques, Guillaume, une mais aussi seconde. la carte Si énergétique et vous, les voies. Attendez, ouais, Guillaume, oui, si vous c'est m'entendez, bon. parce qu'on Oui, on vous a perdu 10 secondes, parce oui, que je vous parfois, entends. Ouais. Donc, on était sur le canal, mais on a perdu la suite du canal. Oui, le canal, l'objectif russe était effectivement en fait de relier la Crimée au reste de la Russie. Et donc cette bande de terre là, enfin, ce corridor rouge qu'on voit entre la Crimée et le reste, permet justement à la Russie de ne pas avoir une Crimée qui est isolée. Donc ça, c'était un objectif fondamental pour la Russie à partir du 24 février. Et un dernier aspect sur cette évolution militaire, c'est à quel point, en fait, aujourd'hui, on a l'impression de rentrer dans une guerre d'usure avec une volonté commune des deux adversaires de ne pas céder un centimètre carré de terrain et de décréter du côté du pouvoir russe aussi une nouvelle potentielle vague de mobilisation. Donc, la question aujourd'hui, c'est de savoir si on entre dans un conflit de longue durée, et c'est le titre finalement de cette conférence, comme ceux qu'on a connus et qu'on connaît toujours en Corée, avec aujourd'hui, alors que la guerre de Corée a plus de 70 ans, une situation qui n'est pas celle de la paix, qui est en fait une frontière militarisée, ou encore ce qu'on connaît au Cachemire, entre l'Inde et le Pakistan, où le conflit dure également depuis 70 ans, avec des lignes de front qui sont plus ou moins gelées, mais des armées qui, de temps à autre, tous les ans, tous les mois, etc., s'affrontent avec des morts. Donc, on n'est pas là encore aujourd'hui en Ukraine, mais on va rentrer, vous l'avez dit, dans la première année, enfin, ouais, le 24 février 2023, et la question, c'est à quel point, finalement, si les adversaires n'ont pas de volonté de céder ou de négocier, jusqu'à quand le conflit va encore durer et va pouvoir voilà, va pouvoir être décidé par les armes jusqu'à ce qu'un des deux belligérants décide d'ouvrir les négociations. Alors,
Justement, par rapport à ça, et n'hésitez pas pour ceux qui ont des questions. J'espère que Ethan, on a répondu à votre question notamment. Là, par rapport à ça, plus le conflit dure, est-ce qu'on peut dire que dans ces cas-là, c'est plutôt favorable aux Ukrainiens parce que ça continue à galvaniser plutôt la mobilisation, tandis que chez les Russes, on voit que d'un côté, il y a des personnes qui fuient un peu la Russie pour éviter la conscription, c'est-à-dire le fait d'être envoyé sur le front, d'une part, et puis parce que pour eux, ça peut paraître un conflit lointain. Et donc, est-ce qu'on peut dire, que sur finalement la durée et d'une manière générale plutôt favorable à l'Ukraine? Ou est-ce que c'est peut-être Jusqu'à pas comme ça présent, que ça se... jusqu'à présent, effectivement, l'Ukraine au début, personne aurait pu prédire que l'Ukraine allait résister aussi vaillamment après le 24 février et du coup allait pouvoir repousser l'armée russe. Grâce à cet effort de mobilisation, grâce au matériel, au financement occidental. Donc là, la question pour savoir si l'Ukraine peut avoir l'ascendant, peut le conserver, c'est le degré de soutien. Alors, vous l'avez dit, au sein de la population ukrainienne et l'adhésion, pour le moment, on ne voit aucune faille d'un point de vue du patriotisme ou d'un point de vue en tout cas du moral des Ukrainiens et de l'armée pour résister et pour se battre. Donc ça, c'est un premier point. Le second point, c'est en fait ce qu'on appelle la fatigue en anglais, mais plutôt l'usure de l'opinion publique et des décideurs politiques en Occident pour donner du matériel militaire. On voit aussi que pour le moment, on est loin d'avoir atteint cette fatigue, puisqu'on continue d'ailleurs à avoir du matériel de meilleure qualité avec nous, ni au sein de l'OTAN, ni cette première secousse, ces soubresauts avec la mobilisation en septembre. Mais ce qu'on observe aussi, c'est une popularité constante finalement, en tout cas une opinion publique qui apparaît assez résignée vis-à-vis du conflit. Et du coup, un régime russe, ou en tout cas un gouvernement russe, qui a pas tant de difficultés que ça à mobiliser des soldats. Et si demain il va y avoir une seconde vague de mobilisation de 300 000, 400 000, 500 000 soldats, il est quasiment certain que Vladimir Poutine aurait ces hommes-là et qu'une majorité de la population russe soutiendrait ces soldats et s'est mobilisée parce qu'il ne faut pas oublier non plus l'aspect propagande, ou en tout cas l'aspect de conditionnement de l'opinion publique russe vis-à-vis de ce qu'elle considère comme étant une guerre pour la défense de la Russie. Donc en fait, on a des perspectives qui sont totalement inversées du côté russe et du côté de l'opinion publique russe qui accepte finalement tout autant que les Ukrainiens cette guerre. Donc en fait, aucun des deux côtés, aucun des deux adversaires, des deux parties pour le moment, n'a de faille, ou en tout cas on ne perçoit pas d'usure militaire et dans l'opinion publique au sujet de ce conflit. Donc Hmm. malheureusement, on est en droit d'imaginer qu'il peut se poursuivre encore des mois, voire des années, dans les conditions actuelles, effectivement. Alors, Mathis revient un petit peu en arrière à une question intéressante sur la question des livraisons du pétrole, en disant que, il avait entendu que la France achetait du gaz et du pétrole, notamment à l'Inde, pour varier ses sources. Mais finalement, si la Russie vend à l'Inde et que l'Inde nous revend des choses, est-ce que ça veut dire que finalement, les Russes nous vendent toujours du pétrole et du gaz? Oui, alors ça c'est difficile en fait mais oui, vous avez sûrement raison. C'est-à-dire c'est difficile de pouvoir suivre véritablement euh, les livraisons et les cargaisons de pétrole et de gaz, enfin de GNL, puisque souvent la Russie, on a vu, elle a constitué une flotte fantôme de méthaniers et de tankers sous pavillon russe, mais parfois d'autres nationalités, Bahamas, etc. Euh, et qu'il y a des effets de transbordement. Donc, un bateau sous pavillon russe qui est à destination de l'Inde peut être transbordé sur un bateau indien qui ensuite dont le pétrole pourra être retransbordé sur un navire, je ne sais pas, émirien, qui ensuite, effectivement, pourra atterrir au Portugal ou en Espagne. Donc, c'est difficile, en fait, de suivre à la trace les cargaisons, mais il est quasiment certain que une partie des exportations, dans quelle mesure, quelle quantité, c'est là que c'est très difficile, des exportations de gaz et de pétrole russe en Inde et en Chine se retrouvent ensuite dans d'autres pays et dans d'autres marchés. Notamment, on avait vu que la Chine avait revendu du gaz de pipeline, donc
sous forme gazeuse, qu'elle avait liquéfié, qu'elle avait transformé donc en GNL. Elle l'avait envoyé ensuite dans certains États du Golfe, qui l'avaient retransformé vers les États de l'UE. Donc oui, il y a ces effets-là qui sont, enfin, il faut le dire quand même, qui sont relativement marginaux. Oui, oui. La majorité des importations de gaz ou de pétrole françaises ne transitent pas par l'Inde. Mais il y a des volumes, des petits volumes, effectivement, pour lesquels c'est le cas, avec à chaque fois un bénéfice pour l'intermédiaire. Là, en Mm. l'occurrence, la Chine et l'Inde. Et notamment, on l'a vu dans le cas du diesel. On a beaucoup parlé de l'Inde qui utilisait ses exportations, ses importations pardon, de pétrole russe pour ensuite les revendre sous forme de diesel à des États européens euh, ou Mm. d'autres régions. Alors, autre question, notamment, et on revient sur la dimension à la fois un peu géopolitique, mais aussi du conflit. On a eu le sentiment au début, quand justement la Russie a attaqué l'Ukraine, que au prétexte de choses un peu universelles, on m'a même dit par les Russes qu'il s'agissait de dénazifier l'Ukraine et ainsi de suite. Bref, mais il y avait le sentiment que on attaquait un peu toute l'Ukraine, mais au final, que l'objectif restait le Donbass et la Crimée. Est-ce que ça vous paraît toujours, d'un point de vue tactique, on va dire, d'actualité, ou finalement les Russes aujourd'hui ont des visées plus larges et qui seraient de mettre complètement à genoux l'Ukraine et de se débarrasser du gouvernement Zelensky? Ça, c'est une excellente question parce qu'en fait, pour le moment, personne ne peut le dire. Il faudrait être en fait Oui, mais dans la tête de c'est pour Poutine. ça, Guillaume, qu'on vous Voilà. la posait, on voulait avoir la réponse Oui. définitive. Parce qu'effectivement, en fait, la question, c'est quels étaient les plans euh, initiaux de la Russie. Est-ce que c'était en fait de conquérir, alors il y avait plusieurs options, conquérir et annexer finalement l'Ukraine, sachant que c'est un État qui est plus grand que la France, c'est le plus grand État européen excepté la Russie. Donc ça paraît assez irréaliste avec une armée de quelques centaines de milliers d'hommes de conquérir. Mais bon, ça peut être une option. La deuxième option, c'était ce qu'on a vu, c'est-à-dire des mouvements vers Kiev et vers les grandes villes, un peu à la manière des Américains en Irak, c'est-à-dire shock and awe, c'est-à-dire la stupeur et la terreur, donc en fait terroriser le gouvernement ukrainien et la population pour qu'ils signent un armistice, puis un traité de paix favorable à la Russie. Ça, on a pu penser, enfin, on pourrait penser que c'était un des objectifs initiaux de la Russie, puisque fin mars, quand l'armée russe était encore aux portes de Kiev, on voyait des ouvertures et des négociations, notamment à Ankara, et on voyait que le gouvernement ukrainien, il n'y avait pas encore toute cette aide occidentale, on voyait que le gouvernement ukrainien hésitait, ou en tout cas, les pourparlers étaient lancés. Et c'est véritablement, alors l'histoire le dira, des visites, peut-être la visite notamment de Boris Johnson à Kiev début avril, où il a promis au nom de l'OTAN et au nom notamment des États-Unis une fourniture militaire massive si Kiev résistait. Peut-être qu'un tournant a été franchi à ce moment-là et l'Ukraine s'est décidée à résister coûte que coûte et surtout à ne pas négocier avec la Russie. Donc les négociations d'Ankara ont capoté. Il n'y a plus de négociations depuis. Et donc, à partir peut-être de la Russie a réduit ses ambitions. Elle a vu que sa première stratégie de terreur, de frappe massive et de conquête éclair n'a pas fonctionné. Et donc, depuis cette période du printemps 2022, on est plus dans des objectifs réduits de conquête du Donbass, conquête de cette bande, encore une fois, de terre, donc les oblasts de Kherson et de Zaporizhia, afin d'avoir le corridor vers la Crimée. Mais encore une fois, pour une finalité qui reste à déterminer. Une fois que la Russie a conquis le Donbass, on voit ici, donc, ce qui reste, c'est une partie de l'oblast de Donetsk. Et quoi ensuite? Qu'est-ce qui se passe? Une fois que Poutine, imaginons que la Russie conquiert cette oblast, Poutine donc déclare, je ne sais pas, l'opération spéciale terminée, sauf que les Ukrainiens, eux, veulent récupérer ce territoire. Donc on est encore une fois dans une logique où il faut que les deux parties soient déterminés à négocier. S'il y en a un des deux qui veut continuer le combat, et en l'occurrence les Ukrainiens veulent continuer le combat pour reconquérir le Donbass, la Crimée et les autres oblasts, il n'y aura pas de négociation. Donc la main de Vladimir Poutine, ou en tout cas son objectif, reste encore aujourd'hui difficile à déterminer au-delà de la conquête de quelques localités, comme on a vu cette semaine avec Soledar, Bakhmut, peut-être Smera. Et ensuite, la question reste ouverte. Quelle suite, quelle finalité pour cette opération qui, pour le moment, n'a atteint
aucun de ces objectifs. Alors, C'est une guerre. Oui, j'ai encore deux, trois autres questions, mais le temps file notamment. Une question tient d'Ethan. Ethan, est-ce que vous voulez ouvrir votre micro pour vous poser pour votre question, si c'est faisable? Sinon, Bonsoir. bonsoir Ethan. Bonsoir. Vous m'entendez? On vous entend Oui, bien. oui, Alors, je voulais savoir, est-ce que la Transnistrie, je sais pas si je prononce oui. bien, joue un rôle dans cette guerre? Alors, justement, ah, allô, allô, Guillaume. Petite zone. Oui, vous m'entendez? Alors, justement, on vous a perdu, Guillaume. On n'a pas du tout entendu le début de votre réponse, mais on voit Oui, que sur alors les juste, cartes, il y avait. Voilà, exactement. voilà. Donc, cette carte, c'est la carte de la Moldavie. Et donc, oui, pour répondre à votre question, Ethan, la Transnistrie, c'est cette petite bande de terre là, du côté oriental, elle joue un rôle aujourd'hui plus, je dirais, hypothétique ou en tout cas psychologique, autre chose pour les Moldaves notamment, puisque cette région, c'est une région occupée par l'armée russe, peuplée euh, en, avec en grande partie de Russes, plus que de Moldaves. Et donc, l'inquiétude des Occidentaux, notamment de la Moldavie, mais aussi des pays de l'OTAN, et je reviens à l'autre carte, c'est de voir une volonté russe en fait de rejoindre, de créer un corridor entre la Transnistrie là en marron et le reste des régions occupées par la Russie. Donc en fait, la Transnistrie, elle joue un rôle hypothétique dans les objectifs, dans ce qui pourrait être les objectifs militaires russes de conquête et de créer finalement une annexion ou en tout cas un corridor territorial entre la Transnistrie et le reste de la Russie. Pour le moment, ça ne s'est pas matérialisé. On ne sait pas si les plans russes le prévoient, mais c'est vrai que du fait que cette région abrite l'armée russe, elle est peuplée avec une forte population russe, c'est vrai que ça laisse craindre, ou en tout cas, on pourrait imaginer effectivement qu'il existe ce genre de tentation, ou en tout cas de volonté de la part de l'armée russe, qui aujourd'hui reste complètement difficile à réaliser, puisque l'armée ukrainienne euh, est en possession de Odessa, notamment la ville du Sud, et du coup défend plutôt ses territoires de manière totalement, euh, euh, comment dire, elle a récupéré Kherson, donc elle les défend de manière assez admirable, et surtout elle a De réussi à manière chasser, acharnée, quoi. voilà, elle a réussi à chasser les forces russes. Donc pour le moment, cet objectif de conquête de la Transnistrie, il apparaît plutôt lointain eu égard à ce qui s'est Mm, passé récemment avec les retraits russes. Voilà. mm, Mais c'est vrai que ça reste dans la tête pardon, des dirigeants ukrainiens et des dirigeants moldaves, surtout, qui ont cette angoisse. mm. Tout à fait. Alors, question encore, mais le temps file, ça fait déjà 1 heure, chers amis, que nous sommes ensemble, donc nous avons bientôt conclure. Alors évidemment, on n'aura pas été du tout exhaustif, mais simplement pour donner déjà des pistes pour vous intéresser à ce conflit et puis d'essayer de voir d'autres dimensions que la seule partie parfois un petit peu jeu d'échecs qui est présenté par les journalistes ou à la télévision. Il y a aussi un acteur il y a quelque chose qui est un peu étonnant, c'est que Vladimir Poutine s'était finalement un peu notabilisé au début des années 2000, et c'était quelqu'un qu'on recevait, Emmanuel Macron recevait au château de Versailles, enfin voilà, donc il y avait quand même cette posture-là. Et puis on sent que là, ces différents éléments l'ont évidemment complètement borduré, et on a l'impression qu'il y a des acteurs, alors vous avez parlé de l'Inde tout à l'heure et de la Chine, mais il y a aussi la Turquie, et notamment avec Recep Erdogan, qui en tout cas essaye de passer justement presque pour un modérateur du conflit, en tout cas quelque chose qui pourrait aider à sortir. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, la Turquie et surtout Erdogan vous paraît être un acteur crédible, en tout cas pour jouer ce nouveau rôle-là d'équilibre un peu dans la région plus au sud que celle du Caucase? Oui, alors j'en profite d'ailleurs pour mettre Sachant une que la carte de la Turquie, je Turquie. rappelle, fait partie de l'OTAN, donc c'est une position un peu particulière. Alors, tout à fait. En fait, la Turquie, ça fait partie des acteurs, peut-être l'acteur qui a le plus tiré profit de ce conflit d'un point de vue économique en continuant à se fournir auprès de la Russie. On le voit ici avec les deux
gazoducs. Pareil au niveau Donc des Blue importations Stream et et Turkish Turkish Stream. Stream. Pareil au niveau du pétrole. Donc, d'un point de vue énergétique, avec des rabais, encore une fois. D'un point de vue politique et militaire, elle fait partie effectivement de l'OTAN, vous l'avez rappelé, mais elle ne fournit pas spécifiquement d'armes au-delà de drones, mais qu'elle fournissait déjà auparavant. Elle ne s'est pas engagée à fournir des chars, à fournir des avions, etc. Au contraire des autres pays de l'OTAN. Donc, elle a une position un peu médiane et surtout, elle tire son jeu d'un point de vue diplomatique puisqu'elle apparaît comme le médiateur. Aucun autre pays de l'OTAN ou aucun autre pays d'Europe occidentale, même la France, alors qu'Emmanuel Macron a rappelé justement parfois son intérêt à vouloir continuer le dialogue avec Vladimir Poutine, etc., le seul qui aujourd'hui parle à la Russie, mais parle bien évidemment aussi à l'Occident, en fait parle à tout le monde, c'est la Turquie. Vous l'avez dit, oui, effectivement, il y a l'Inde, et à la Chine, mais ce sont des acteurs qui sont quand même plus lointains, qui n'ont pas d'intérêt direct, qui ne sont pas membres de l'OTAN, qui n'ont pas des liens forts avec l'Union européenne. La Turquie, elle a tout ça. Et donc, elle se positionne véritablement comme le cœur diplomatique, ou en tout cas, s'il devait y avoir demain des négociations, alors, je ne mettrai pas ma main à couper, mais il y a de fortes chances qu'elle soit effectivement, comme ça avait été le cas au printemps 2022 à Ankara ou à Istanbul. Et d'ailleurs, on l'a déjà vu, quand les Ukrainiens et les Russes se parlent au sujet d'échanges de prisonniers, quand il y a eu l'accord sur les céréales, c'était dans les deux fois en Turquie. Quand quand les Américains doivent parler aux Russes, de manière directe, notamment au travers des services de renseignement, ils le font en Turquie. Donc, la Turquie d'Erdogan est totalement un acteur qui a su jouer habilement en fait ses atouts diplomatiques, économiques, son positionnement géographique aussi, et son appartenance à l'Alliance Atlantique, mais en étant un pays proche de l'Occident, mais en même temps proche aussi du Moyen-Orient, proche de la Russie, proche des BRICS et, entre guillemets, de manière plus large, des pays du Sud, de l'Inde, de la Chine, etc. Donc, tout à fait, la Turquie, oui, c'est peut-être l'État euh, qui a tiré son épingle du jeu et qui continuera sûrement, qui a surveillé dans les mois et les années à venir, oui, sur ce sujet russo-ukrainien. Alors, on a fait un peu de rap puisque ça fait déjà plus d'une heure qu'on est ensemble. Grand merci à vous. Alors, on va faire un exercice que les chercheurs n'aiment pas du tout. C'est le côté un peu politique fiction, en tout cas, Madame Irma sur l'avenir, mais raisonnablement, au sens de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer en termes de forme de sortie alors, dans les mois ou les années à venir. Est-ce que justement le conflit et c'est seul il y aura un gagnant ou un perdant, ou est-ce qu'on peut imaginer éventuellement par rapport et que le Donbass ou en tout cas la Crimée soit la variable d'ajustement? Qu'est-ce que le chercheur peut imaginer et sans être simplement un homme politique ou un journaliste? Alors, c'est vrai que comme j'ai fait de la prospective, même s'il il faut se méfier en fait des prévisions, on peut quand même essayer d'élaborer quelques scénarios, puisque c'est un peu ça la politique C'est ça l'idée. fiction. Je ne sais pas si c'est du plus optimiste au plus pessimiste, mais c'est vrai qu'il y a déjà tout se décidera aujourd'hui et dans les semaines, les mois à venir sur le plan militaire, enfin sur le terrain, sur le front. Donc, à partir de ce moment-là, on peut imaginer soit des percées ukrainiennes ou des percées russes. Dans les deux cas, ça forcerait l'une des percées, c'est-à-dire territoriales, un effondrement de l'armée ukrainienne qui forcerait l'une ou l'autre des parties à ouvrir la négociation. Et du coup, à dire, bon, d'un point de vue, si c'est l'Ukraine, à dire, écoutez, vous acceptez l'entièreté, notre souveraineté, vous nous rendez la Crimée, etc. Vous acceptez notre candidature à l'OTAN, ce genre de choses. De l'autre côté, si c'est la Russie qui perd, ça serait une volonté de neutraliser l'Ukraine, de dire, vous n'appartenez à aucune alliance, on garde la Crimée, on garde les territoires, donc le Donbass, Zaporizhia et Kherson qu'on obtient déjà. Donc ça, c'est le scénario un peu de rupture, entre guillemets, enfin de rupture militaire sur le terrain. Le deuxième scénario, c'est, on l'avait déjà un peu ébauché, celui d'un conflit gelé, donc de type coréen, c'est-à-dire les deux acteurs s'épuisent sur le plan militaire et donc on a encore comment dire, des combats, on a des frappes de missiles, mais
la ligne de front se fige, un peu comme on le voit, il y a des tranchées déjà d'ailleurs, le conflit ne bouge plus trop, et d'ailleurs c'est ce qu'on a en Transnistrie aussi, hein. En Transnistrie, il y a eu un conflit dans les années 90, il s'est arrêté, et donc là, c'est une absence de résolution. Conflit gelé, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de conflit. Ça veut dire qu'il peut se réchauffer à tout moment. On l'a vu notamment, je n'ai pas pu en parler, mais Avec entre l'Arménie et l'Arménie. l'Azerbaïdjan, on a beaucoup, voilà, tout à fait, on a parlé d'un conflit gelé pendant presque 30 ans. Subitement, l'année dernière, l'Azerbaïdjan attaque à nouveau l'Arménie. Donc voilà, ce conflit, ce scénario-là n'est pas un scénario de la stabilité pour autant. Et l'autre scénario, ça serait une escalade sans véritable rupture, c'est-à-dire même si c'est peut-être le plus hypothétique, c'est-à-dire une des deux parties qui, constatant qu'elle perd sur le terrain, elle emploie, elle monte en gamme dans l'arsenal militaire. D'un point de vue russe, ça serait par exemple une menace de frappe nucléaire ou une frappe nucléaire fictive, en pleine mer ou ce genre de choses, ou sur une cible qui n'a pas d'enjeu stratégique. Et donc là, on force les négociations par la terreur finalement, encore plus qu'aujourd'hui. Donc un scénario un peu d'escalade de la terreur, comme on avait dans la guerre froide, un peu sous forme de crise des missiles de Cuba. C'est-à-dire, OK, on est allé trop loin, il faut qu'on retourne, il faut qu'on se parle. Aucun Et électrochoc. dans ce cas, ça serait véritablement entre la Russie et les États-Unis. Et l'Ukraine serait un peu mise sur le côté, puisque ce sont les États-Unis qui négocient en tant que puissance nucléaire, plus grande puissance de l'OTAN, bien évidemment, avec la Russie directement. Alors, toute dernière question, mais qui est en lien avec ce qu'on vient de se dire. Est-ce que les mesures qui ont été prises au niveau international, que ce soit États-Unis et Europe, contre notamment les intérêts économiques russes, est-ce qu'on peut imaginer que ça puisse avoir des effets par rapport à ça? Parce qu'aujourd'hui, ça paraît avoir peu d'effets, justement, internes. Alors voilà, question. Oui, tout à fait. En fait, et je vous renvoie d'ailleurs, je renvoie les auditeurs à un article d'Emmanuel Todd qui est paru hier, pardon, où il mentionnait justement le fait que on pensait véritablement au début du conflit que la Russie avait à avoir un avantage militaire. On s'est rendu compte que ce n'était pas du tout le cas, que l'Ukraine a fait plus que résister, elle a repoussé l'armée russe, et que du coup, le mythe d'une armée russe qui était extrêmement puissante s'est un peu effondré. Et que donc ça a cassé un peu effectivement une première illusion, et qu'à l'inverse, on pensait, grâce aux sanctions, pouvoir créer un effondrement économique russe. Et que là encore, ça a été un autre mythe, dans l'autre sens. C'est-à-dire que non, les sanctions, en fait, ont eu un impact très limité. Donc, il y a eu un véritable, alors je ne sais pas si on ne peut pas parler d'effondrement, mais en tout cas, un échec militaire russe. Et, même si c'est peut-être exagéré de dire ça, un échec relatif des sanctions occidentales par rapport à leur objectif initial, qui était quand même, je rappelle les paroles du président Biden, de mettre l'économie russe à comment dire, c'était des sanctions qui venaient de l'enfer, sanctions from hell. Donc, en fait, le but, c'était quand même que l'économie russe, que la Russie s'effondre, se disloque presque. Or, ce qu'on a vu là, on a les chiffres consolidés, c'est une récession, effectivement, ça a eu un effet, une récession en Russie de l'ordre de 3% du PIB. Donc, ce qui n'est, pour les sanctions les plus fortes, et jamais pratiquées de la part de l'Occident vis-à-vis d'un État, plus que Ça pour reste faible. l'Iran, plus que pour Cuba, on a une perte de PIB de 3%. C'est quand même moins que le Covid, c'est moins que la récession de 2008. Donc, effectivement, il y a des questions à se poser sur l'efficacité des sanctions. Et je terminerai là-dessus. En fait, les sanctions, l'économie russe, son amortisseur en 2022 par rapport aux sanctions, ça a été justement l'énergie. Le prix de l'énergie se sont tellement envolés que, en fait, la Russie, en exportant moins en quantité, a Toujours eu autant de plus de rentrées. recettes en devises. Elle a eu plus de rentrées. Elle a eu 28% de plus dans ses ressources, financières tirées de ses exportations. À cause
justement et paradoxalement, de l'UE. Mm. L'UE a importé énormément de pétrole et de gaz russe avant les embargos de la fin de l'année à des prix extrêmement élevés. Mm, mm. Et donc, en fait, ça a financé, effectivement, quand certains disent que ça a financé le conflit, il est vrai que ça a rempli les coffres du gouvernement russe. Donc voilà, c'est ces deux paradoxes entre limite militaire et limite économique. Ça marche. Je vois que notre ami Tariq El Akta acquiesçait face à ces éléments. En tout cas, un grand merci, C'est cher moi. Guillaume, d'être venu justement à notre rencontre et on pourra diffuser cet enregistrement à nos étudiants pour qu'ils essayent de décrypter, s'y intéressent et ce n'est que les débuts évidemment de l'analyse et des recherches en la matière. Un clin d'œil également à Tariq qui nous a mis en contact bien Merci. heureusement. Et puis, écoutez, j'espère qu'on reviendra pour, alors malheureusement pas pour que ça dure trop longtemps et que le conflit dure trop longtemps, mais que on puisse à nouveau décrypter parce qu'une heure, évidemment, c'est toujours trop court. Avec Merci à plaisir. vous, merci à ceux qui nous ont suivis et puis à très bientôt. Et je vous Merci, souhaite à Romain. tous une belle soirée pour un nouveau talk sous peu. Bonne soirée à Merci à tous. tous. Merci, Merci Erwan. Bonne encore. soirée.